taoïstes de l'un côté et les bouddhistes de l'autre, ceux qui faisaient du Shaolin et ceux qui faisaient du Tai Chi, d'autres esprits internes. En fait, c'est faux. Les deux étaient étroitement imbriqués. C'est vrai qu'on attache en fait des courants philosophiques taoïstes pour les styles internes et bouddhiques pour les styles externes, avec la paternité du temps de Shaolin. Shaolin, en fait, avant qu'il soit un haut lieu des arts martiaux, c'est surtout un haut lieu du bouddhisme et du bouddhisme Chan qui a donné le zen au Japon. Et c'est un lieu historique du bouddhisme où, dit-on, un prince indien qui s'appelait Bodhidharma, Tao en chinois, s'est rendu après une entrevue avec l'empereur, une entrevue qui ne s'était pas très bien passée. Donc il a trouvé refuge en fait, au temple de Shaolin. Et c'est la légende, évidemment, il y a une part d'histoire, une part de légende, où il a trouvé des moines qui pratiquaient effectivement le bouddhisme et qui avaient une constitution physique assez faible. Et lui, il était issu d'une caste guerrière, en fait, prince indien. Il était plutôt assez solide. Et donc, il dit non, c'est pas possible. Si on veut avoir l'éveil, justement, il faut que le corps soit solide. Donc, il faut travailler des exercices. Et apparemment, il a dû leur enseigner des exercices qui venaient du yoga, du kalaripaya, des mouvements corporels un peu dans le même acabit que ce que je vous ai montré, pour renforcer le corps. Et puis naturellement, comme c'était à l'époque féodale, donc comme tout lieu monastique, souvent c'était les moines travaillaient, avaient quelques petites richesses, je ne parle pas de richesses matérielles, mais en tout cas de rituels, de tout un tas de choses, et puis ils étaient exposés au brillant, parce qu'en général, ce n'étaient pas des guerriers. Eh bien, ils ont développé en fait et transformé les techniques qui étaient des techniques de soins dans des techniques guerrières. Voilà. Et c'est vrai que l'art de soigner et l'art de détruire, c'est intimement lié dans les arts martiaux chinois. Donc là, on peut essayer de regarder un petit peu, on a les compétences, enfin, en tout cas à l'époque. Voilà, donc la connaissance du corps faisait qu'on savait trouver des remèdes des dégâts qu'on pouvait causer. Donc, voilà, à partir de là, se sont développés les arts martiaux. Mais les arts martiaux dits externes sont antérieurs aux arts martiaux internes, au niveau de la création, vous voyez ce que je veux dire? Parce que toute la théorisation des styles internes avec le yin-yang, les 5 éléments, dont vous parlez, qui enrichit en fait le terroir culturel des arts martiaux internes, n'est vu qu'à posteriori. C'est quand en fait les styles ont été enseignés chez les lettrés. Ils ont fait en fait une théorisation de tout ça, avec les lettres d'arts martiaux et les gens de Yugi, pour essayer d'approfondir la pratique des arts martiaux. Mais c'est vu qu'après tout ça, beaucoup longtemps dans le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Et souvent en Occident, on met ça en avant, le yin-yang, les 5 éléments. On entend certains yin-yang, on voit tous le symbole du Tai Chi, donc yin et yang. Cette virgule noire et blanche imbriquée l'une dans l'autre. On lui donne plein de significations, homme, femme, jour, nuit, masculin, féminin. Je n'ai pas entendu les Chinois pour savoir ça quand même. Ça m'enseigne plus que ça, le yin et yang. C'est justement ces lois d'interactivité où on ne voit plus les choses que d'un seul œil, mais des deux. Alors, on peut voir avec un œil, mais ça donne moins de relief qu'avec les deux. Donc c'est avoir en fait, quelque part, c'est d'être à la fois le sujet et je dirais le complément. C'est d'être à la fois l'acteur et le spectateur de sa pratique. Donc d'avoir une vue qui est beaucoup plus large. C'est ça pour moi le mouvement. Et de savoir que s'il y a un mouvement qui est vers l'avant, qui est déployé vers l'avant, il y en a fatalement un qui est déployé vers l'arrière. Et s'il y en a un qui est déployé vers l'arrière, il y en a un qui est vers la gauche. Donc s'il y en a un vers la gauche, il y en a un vers la droite. Et s'il y a encore ça, il y en a un vers le haut et vers le bas. Donc vous avez compris, je sais où est le centre, puisque le propos du taoïsme c'est d'être centré. C'est parce que je sais qu'il y a un avant et un arrière, je sais où est le centre. C'est parce que je sais qu'il y a une gauche et une droite, je sais où est le centre. C'est parce qu'il y a un haut et un bas, je sais où est le centre. Ça paraît évident. Mais au niveau postural, c'est super important. Parce que si j'arrive à m'équilibrer dans ces 3 dimensions, alors je sais centrer dans ma posture. Si je suis centré dans ma posture, il y a de fortes chances que mon corps soit l'alignement des segments et l'esprit avec. C'est l'esprit de droiture. Tout simplement, c'est un esprit chevalesque. Donc, il ne faut pas oublier que quand on pratique le Tai Chi, on met en œuvre en fait toutes ces lois qui sont des lois, je dirais, qui ont été tirées de la nature, cosmiques pour les taoïstes, qui sont inspirées de la nature, mais ce n'est pas les seuls. On pratique un art martial chinois, d'origine chinoise, et nous ne sommes pas des Chinois.
sommes des Occidentaux. Et même si on est d'origine asiatique, on vit quand même en Occident. Et en Occident, il y a eu aussi des grands penseurs, des grands philosophes. Entre autres, les alchimistes du Moyen-Âge. Entre autres, un écrit qui s'appelle la table de Guerreau. Tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas. C'est exactement le même principe de dualisme. C'est la même chose. Voilà. Et bien, dans le corps, de toute façon, qu'on veuille ou qu'on veuille pas, on suit les règles de la nature, les règles physiques. La pesanteur, si je lâche mon bras, il tombe. Voilà, ça ne flotte pas. Bien que quand on pratique le tai chi, on doit avoir la sensation qu'il flotte. Donc là, j'en fais le lien, comme un journaliste, je fais le lien. Quand vous allez pratiquer, imaginez que l'air a la densité de l'air et je vous flottez. Donc il ne faut pas de tension. Si vous nagez en mettant de la force, vous allez boire la tasse. Vous ne luttez pas contre l'eau, vous faites corps avec. Si vous vous rappelez que vous avez appris à nager, en général, qu'est-ce qui se passe? On a tous fait ça. On est dans le petit bain, là où on a pied, et on nous dit allonge-toi. Je m'allonge, mais vous voyez ce que je veux dire, comme un parcours à s'allonger sur l'eau. Et qu'est-ce qui se passe? Je bois la tasse. Et puis quand on a domestiqué ces peurs, c'est lié à l'émotionnel, et qu'on se laisse porter, finalement on se lâche, on s'abandonne, on se rend compte que l'eau nous porte, parce qu'on ne cherche pas à conflit avec, elle nous porte, et on fait corps avec. Voilà, l'image c'est vraiment ça. Et la sensation que vous découvrez, c'est ça. Essayez pas de lutter, hein, essayez d'adhérer. Ça c'est un principe taoïste. Je ne cherche pas à m'opposer, je cherche à complémenter la force de l'autre, ou sa question. Il vient vers moi, d'accord, j'absorbe. Mais attention, je ne subis pas, j'absorbe, je dévie et je reformule. Il tire, je vais avec lui et je reviens. D'accord? Et l'entrée, c'est pas, il tire, je résiste. Il pousse, je résiste. Non, il pousse, j'absorbe. Dans un premier temps. Donc, vous voyez, les principes sont des principes corporels qu'il faut éduquer, parce que c'est pas si naturel que ça. Et puis après, une fois qu'on a développé ça, ces réflexes, en tout cas, qui sont des réflexes du corps, hein, de sensation, eh bien, mentalement, ça nous habille. Vous voyez ce que je veux dire? Ça nous reformule, je dirais, dans notre façon d'être. Éviter d'être trop dans l'oblique. Donc, le tai chi, ça aussi, c'est une je pense que si vous voulez pratiquer le tai chi, c'est aussi pour ça. Pas simplement pour faire des mouvements chinois.